Visualisez un univers où d'énormes civilisations régnaient sur de vastes étendues, où des édifices gigantesques et des somptueux palais se dressaient à l'horizon, témoignant de la puissance et de la grandeur des monarques guerriers. Un univers interconnecté par des réseaux commerciaux d'une complexité et d'une importance majeure, où des convois et des embarcations acheminaient d'innombrables trésors, des îles britanniques à la plaine mésopotamienne. C'était le sommet de l'âge du bronze. Toutefois, à l'instar de tout ce qui atteint les cieux, le sort de ces civilisations a aussi été plongé dans les ténèbres du crépuscule. Ce documentaire vous plongera dans les derniers instants d'une époque. Lorsque la Méditerranée a été le lieu d'une destruction inégalée et que le bruit des épées en fer a commencé à faire écho, surpassant celui des chars en bronze. Nous assisterons à l'effondrement. L'empire égyptien, qui a été solide pendant des siècles, plie désormais sous la force des conquérants appelés énigmatiques Pueblos del Mar. Ces étrangers, originaires de régions éloignées et méconnues, ont introduit une nouvelle phase de dévastation, fragmentant le lien qui unissait les civilisations les plus fortes de cette période. Qui étaient ces personnes? Des mercenaires, des réfugiés, ou simplement des rescapés d'un monde en déliquescence? L'Égypte, souvent désignée comme la terre du Nil, était déjà une civilisation millénaire au XIIe siècle avant Jésus-Christ. L'Égypte apparaissait éternelle, avec ses édifices gigantesques qui se profilaient à l'horizon, tels que les pyramides de Gizeh et les immenses temples de Luxor. Les dirigeants du passé, tels que les pharaons qui ont régné il y a 1000 ans, ont laissé une empreinte marquante dans chaque coin du pays. L'éclat de ces édifices témoignait d'une histoire marquée par la puissance, la ferveur religieuse et une civilisation structurée autour du culte de leurs divinités éternelles. Malgré les invasions étrangères et les troubles internes qu'a subi l'Égypte, elle a réussi à surmonter tous les défis et à perdurer. La civilisation continuait d'avancer, visiblement constante, sous le même cadre de convictions religieuses. Des déités telles que Ra, Osiris et Isis demeuraient l'objet de vénération à travers d'importants rituels, tandis que la communauté vivait selon un système qui n'a pas beaucoup évolué depuis l'époque des pyramides. Toutefois, à cette époque, l'Égypte n'était plus un entity insulaire. Le monde alentour avait également connu des changements. Au XIIe siècle avant JC, l'Égypte était intégrée dans un réseau commercial interconnecté s'étendant jusqu'aux îles britanniques et au sommet de l'Afghanistan. Ce système, fondé sur le troc de biens tels que les métaux précieux, les denrées alimentaires et les articles manufacturés, était le plus étendu et le plus sophistiqué connu dans l'Antiquité. Des navires égyptiens sillonnaient la Méditerranée et des caravanes parcouraient de vastes distances, garantissant un approvisionnement constant de produits fondamentaux pour l'économie nationale. Ce commerce ne se contentait pas de procurer des richesses, il offrait également de la stabilité. Les pays de la Méditerranée orientale étaient économiquement et politiquement liés, formant un univers interdépendant où les liens diplomatiques préservaient l'équilibre. Dans ce vaste réseau commercial, l'Égypte jouait un rôle central et sa prospérité était tributaire à la fois des produits locaux et des marchandises provenant de régions éloignées. Pourtant, en dépit de sa prospérité et de sa stabilité manifeste, une ombre inquiétante se profilait à l'horizon. Le monde paraissait être en pleine prospérité. Cependant, les indices d'une calamité prochaine commençaient déjà à se manifester. Sans que personne ne s'en aperçoive vraiment, c'était la tranquillité qui précédait la tempête, secouant non seulement l'Égypte, mais également toute la région méditerranéenne. Ce système qui paraissait si solide était sur le point de tomber dans une déroute qui modifierait à jamais l'histoire. La diplomatie était au cœur de la stabilité du XIIe siècle avant JC, reliant les puissances majeures de l'Est méditerranéen dans un réseau d'alliances et d'échanges commerciaux. Un système fascinant de communication entre les dirigeants,
d'Égypte, de l'Empire hittite, de Babylone et d'autres royaumes a été découvert dans les archives d'Amarna, un site historique égyptien. Ces épîtres, rédigés en akkadien, démontrent que les souverains s'échangèrent des présents, concluaient des unions matrimoniales et abordaient même des traités de paix. Le commerce ne se limitait pas à la circulation de biens entre les pays, il favorisait aussi des liens politiques et militaires. Les unions matrimoniales entre familles royales assuraient la stabilité et consolidaient les relations entre les royaumes. Parallèlement, le commerce de marchandises de valeur, tels que l'étain, le cuivre et l'or, se diffusait à travers toute la région méditerranéenne. L'élite égyptienne se servait de produits renommés venant des quatre coins du monde, allant de l'ivoire africain aux poteries mycéniennes, prouvant ainsi que l'influence de l'Égypte dépassait largement ses limites territoriales. Un élément essentiel de ces relations était l'emploi de chars de combat, qui représentaient une marque de pouvoir et de prestige durant cette période. La plupart des conflits entre les grandes puissances étaient des guerres maîtrisées, dans lesquelles les chars de guerre occupaient une place prépondérante. Manipulés par des nobles et des guerriers formés, ces chars symbolisaient le sommet de la technologie militaire de leur période, et les affrontements avaient lieu de façon extrêmement structurée. Toutefois, ce monde interconnecté présentait également ses vulnérabilités. Au fur et à mesure que les puissances développaient une interdépendance croissante dans le domaine du commerce et de la diplomatie, toute perturbation dans un segment du système risquait de provoquer des répercussions catastrophiques pour l'ensemble. Malgré les témoignages de paix et d'harmonie véhiculés par les lettres d'Amarna, les premiers indices de difficulté ont commencé à surgir, surtout dans les royaumes éloignés où l'instabilité sociale et les conflits internes ont commencé à déranger l'ordre établi. Le monde de bronze était tenu uni grâce au commerce et à la diplomatie, mais les bases de ce système commençaient à présenter des signes de fragilité. Alors que la tension croissait aux frontières, les élites s'efforçaient de garder le contrôle, inconscientes qu'elles étaient à l'aube d'un effondrement qui allait tout bouleverser. L'interconnexion, qui avait précédemment servi de bastion, de stabilité, allait bientôt se transformer en sa plus grande faiblesse. Des indices préoccupants ont commencé à se manifester dans les années qui ont précédé la chute de l'âge du bronze. Dans l'Anatolie, l'empire hittite, qui était l'une des grandes puissances de cette période, fut touché par une succession de famines qui ont ravagé sa capacité à gérer son immense territoire. Les documents de cette époque évoquent un sol éreinté par le manque de ressources, où les terres agricoles n'apportaient plus assez d'alimentation pour subvenir aux besoins de la population. Cette calamité naturelle a entraîné la chute du pouvoir hittite, qui auparavant exerçait une domination sur une vaste zone de l'Anatolie. Parallèlement, en Grèce, la civilisation mycénienne, reconnue pour ses palais fortifiés et son mode de vie belliqueux, était aussi à un pas de la chute. Les majestueux palais des souverains mycéniens ont commencé à s'effondrer un par un. Des vestiges de grands incendies et des indications de combats acharnés ont été retrouvés par les archéologues sur ces lieux. Destruction, flèches, armes endommagées et débris de bâtiments incendiés indiquent que ces cités n'ont pas été désertées en toute quiétude, mais plutôt anéanties par la brutalité. La région a été envahie par la guerre et le désordre, détruisant l'une des civilisations les plus influentes de la Méditerranée. Les Hittites et les Mycéniens n'étaient pas les seuls à souffrir. Le pharaon Ramsès III en Égypte était également confronté à des problèmes. Malgré une tentative de maintenir une apparence de force et de stabilité, les discordances internes et l'insuffisance d'autonomie devenaient de plus en plus palpables. L'Égypte, qui devenait de plus en plus dépendante du commerce, voyait ce dernier commencer à se détériorer. Les convois qui apportèrent jadis abondance et subsistance des contrées éloignées étaient stoppés et la tension sur l'État égyptien se renforçait quotidiennement. En l'an 1166 avec ce J.C., l'Égypte a subi la plus grande frayeur qu'elle ait connue jusqu'à présent.
une armada de vaisseaux aux voiles sombres est apparue à l'horizon. Ils n'étaient ni des commerçants amicaux ni des diplomates en quête de paix. Il s'agissait des peuples de la mer, une coalition d'envahisseurs maritimes aux intentions limpides, piller, détruire et revendiquer tout ce qu'ils avaient en leur possession. Leur arrivée a clairement signalé que l'équilibre des forces en Méditerranée allait être modifié à jamais. Des indices de déclin étaient manifestes dans l'ensemble de la Méditerranée orientale. La famine, la dévastation des cités et l'émergence de périls venus de l'extérieur signalaient que le monde de l'âge du bronze, qui avait perduré pendant des siècles, était sur le point de se terminer. L'univers ne serait plus identique, et un nouvel âge d'obscurité était sur le point de submerger ces civilisations autrefois splendides. L'année 1177 avant J.C. a été un point de pivot essentiel dans l'histoire égyptienne. En cette année, les Égyptiens remarquèrent une flottille de vaisseaux militaires se dirigeant vers l'exutoire du Nil. Les peuples que l'on surnommerait, plus tard, peuples de la mer, étaient venus pour contester l'autorité égyptienne. Ces groupes guerriers et itinérants avaient causé la destruction dans d'autres parties de la Méditerranée, et à présent, ils se orientaient vers l'Égypte, ultime grande puissance de l'âge du bronze. L'invasion s'est déroulée de manière rapide et violente. Les intrus ont envahi les riches terres du delta du Nil, ravageant les champs et dévalisant les villages sur leur route. Ramsès III, conscient de la gravité du péril, n'a pas hésité à rassembler ses troupes pour lutter contre les assaillants. Au cours de multiples affrontements héroïques, le pharaon a réussi à contenir les peuples de la mer, garantissant ainsi un triomphe décisif pour l'Égypte. Ces affrontements ont été gravés sur les parois du temple de Médinet Abou, où il est encore possible d'observer aujourd'hui les images précises des batailles. Les inscriptions et les fresques de Médinet Abou louent non seulement les prouesses de Ramsès III, mais procurent aussi une perspective distincte sur l'identité de ces envahisseurs. Les représentations illustrent les peuples de la mer comme une entité variée, dotée de divers styles vestimentaires et d'équipements militaires. Il y en avait qui arboraient des casques ornés de cornes, d'autres qui étaient vêtus de jupes de style égéen et affichaient des plumes sur leur tête. Cette variété indique que les peuples de la mer n'étaient pas une seule entité, mais plutôt un rassemblement de divers groupes ethniques et tribus qui se sont regroupés dans le but partagé de renverser l'ancien ordre. Toutefois, même si Ramsès III a triomphé, l'Égypte a été profondément marquée par la menace persistante des peuples de la mer. Même si le pharaon a réussi à repousser les envahisseurs, l'Empire n'a jamais pu retrouver son ancienne splendeur. L'invasion avait prouvé que même l'Égypte, forte de sa richesse et de sa puissance, n'était pas à l'abri des bouleversements cataclysmiques qui frappaient la Méditerranée. Cet triomphe, malgré sa célébration, a marqué le commencement du déclin progressif de l'Égypte en tant que puissance mondiale. L'épisode des peuples de la mer constitue l'une des principales narrations de résistance de l'Antiquité. Cependant, même si les Égyptiens ont remporté cette bataille, la lutte plus vaste contre l'effondrement de la civilisation était encore loin d'être achevée. L'âge du bronze s'écroulait et un nouveau volet obscur se dessinait dans l'histoire méditerranéenne. Les peuples de la mer ont apporté avec eux davantage que le désordre et la dévastation. Ils ont aussi introduit de nouvelles méthodes de combat. Durant des centaines d'années, les puissances majeures de la Méditerranée ont reposé sur l'usage des chars de guerre, éléments cruciaux de leurs forces militaires. Ces chars, actionnés par des chevaux et conduits par des combattants d'élite, avaient joué un rôle crucial dans les affrontements allant de l'Égypte à l'Anatolie. Cependant, les peuples de la mer n'avaient pas foi en l'utilisation des chars. Leur stratégie militaire était totalement distincte. Ces conquérants employaient l'infanterie de façon plus performante que leurs devanciers. Dotés de longues lames et de javelots, les peuples de la mer étaient des combattants adroits, capables de manœuvrer rapidement sur le terrain et d'affronter directement les troupes plus pesantes et plus lentes qui s'appuyaient sur des chars.
Cette nouvelle méthode de combat s'est avérée très efficace et les forces militaires, incapables de s'adapter, ont rapidement été surpassées. Les chars lourds, jadis maîtres des champs de bataille, ont commencé à perdre leur pertinence face à la rapidité et à l'intensité des combattants récents. L'évolution des stratégies militaires reflétait aussi une transformation plus vaste de la structure politique et sociale de cette période. Les conflits n'étaient plus des duels codifiés entre nobles dans des chars de guerre, mais des combats désordonnés où l'agilité et la vitesse étaient primordiales. Les puissances anciennes n'étaient pas prêtes à ce bouleversement et nombre d'entre elles ont succombé devant les envahisseurs. L'emploi d'armements plus légers et l'intégration de stratégies de guérilla et de surprise ont mis un terme à des siècles de suprématie des tanks. Cette évolution dans la manière de faire la guerre n'était pas simplement une nouveauté des peuples de la mer, mais un indice que le monde ancien subissait une transformation rapide. Les forces qui n'ont pas su s'adapter ont disparu, tandis que de nouvelles puissances plus souples ont commencé à faire surface. L'époque des grands affrontements rituels était révolue, laissant place à une guerre plus aléatoire et sauvage. L'instauration de ces tactiques de combat novatrices ne signa pas uniquement la conclusion d'une époque militaire, elle préfigura aussi la chute plus vaste des civilisations reposant sur ces systèmes traditionnels. Le monde subissait une transformation et ceux incapables de s'adapter demeuraient à la traîne, alors qu'une nouvelle forme de conflit et de domination prenait le pas. Pendant des siècles, les peuples de la mer ont constitué une énigme historique. Même si les inscriptions égyptiennes nous offrent certains indices sur leur apparence et leurs conflits, l'identité réelle de ces envahisseurs demeure un sujet controversé parmi les historiens. On pense que les peuples de la mer constituaient une coalition de divers groupes ethniques et tribus qui, pour plusieurs motifs, ont été contraintes de quitter leur territoire natal. Ces groupes englobaient les Pélésètes, les Tchékers, les Danuna et les Washesh, pour n'en nommer que quelques-uns, chacun ayant ses propres origines et raisons de participer à ce grand mouvement migratoire. Quelques spécialistes avancent l'hypothèse que les peuples de la mer pourraient avoir été des Grecs mycéniens déplacés, dont les cités avaient été anéanties à cause de conflits internes et de désastres naturels. Certains suggèrent que l'Anatolie et les îles de la mer Égée pourraient être les régions d'origine de ces individus, où des famines et des séismes auraient contraint ces derniers à trouver de nouvelles terres. On a aussi suggéré que bon nombre de ces groupes étaient des mercenaires, qui, suite à la perte de leurs emplois dans les puissances en déclin, ont opté pour le pillage et l'invasion comme moyen de subsistance. Il est évident que les peuples de la mer ne constituaient pas une entité unifiée sous une seule direction. En réalité, ils constituaient un mélange de divers groupes qui, confrontés au désespoir, se sont rassemblés pour envahir et dévaliser les régions les plus florissantes de l'Orient méditerranéen. Leur arrivée a provoqué la chute de plusieurs civilisations, non seulement du fait de leur force militaire, mais également parce qu'ils incarnaient un mode de vie nomade inédit qui contestait les structures sédentaires et centralisées des grandes cités-États. Les inscriptions égyptiennes dépeignent ces derniers comme des combattants sans pitié, armés de longues épées, de javelots et de boucliers, revêtus de tenues de divers styles. Quelques-uns portèrent des casques ornés de cornes, d'autres ornaient leurs têtes de plumes, témoignant ainsi de leur pluralité culturelle. Néanmoins, en dépit de leur puissance et de leur violence, les peuples de la mer n'ont pas laissé beaucoup d'écrits à leur sujet. Leurs récits s'évanouissent dans l'histoire, ne laissant que des morceaux pour permettre aux archéologues et historiens de reconstruire leur périple destructeur à travers la Méditerranée. Bien que leur identité demeure sujette à discussion, il est indiscutable que les peuples de la mer ont été le moteur d'une période de désordre. Que ce soit des réfugiés, des mercenaires ou des migrants en détresse, leur apparition sur le territoire égyptien et méditerranéen
a marqué la fin de l'âge du bronze et la chute d'une période de stabilité qui avait perduré pendant des siècles. L'invasion des peuples de la mer ne représentait qu'un aspect d'un déclin plus global qui a troublé l'ensemble du monde méditerranéen oriental. De 1200 à 1150 avant JC, plusieurs grandes métropoles et civilisations qui avaient régné sur la région pendant des époques furent anéanties. Cette chute n'était pas uniquement le produit d'invasions, mais de multiples éléments qui se sont unis pour totalement troubler l'âge du bronze. L'anéantissement fut d'une grande ampleur et recouvrit une large superficie. Des villes telles Gougarit, un centre commercial florissant situé dans l'actuelle Syrie, ont été entièrement détruites. Les tablettes d'argile retrouvées à Ougarit révèlent des appels au secours de la part des autorités locales, alors que leur cité était assiégée et incendiée. Les voies commerciales, qui avaient constitué l'épine dorsale de l'économie durant l'âge du bronze, ont été coupées, emportant avec elles la faculté des royaumes de se procurer les ressources indispensables à leur existence. L'effondrement n'a pas uniquement eu un impact sur l'économie des villes et leur infrastructure, mais également sur leur structure politique. Les royaumes centralisés, qui reposaient sur une bureaucratie structurée et des forces militaires disciplinées, n'ont pas pu faire face aux assauts inattendus et à l'évanouissement rapide de leurs ressources. Les dynasties qui avaient gouverné pendant des centaines d'années n'ont pas réussi à stopper la chute et dans plusieurs situations se sont tout simplement évanouies des chroniques historiques. L'ère des palaces et des monarques belliqueux a pris fin de façon abrupte et violente. Même si les invasions et les pillages ont manifestement contribué à la destruction, d'autres éléments ont aussi eu une part importante. L'archéologie a démontré que, outre les invasions, la région a été touchée par une succession de désastres naturels tels que des séismes et des modifications climatiques qui ont participé à l'effondrement des civilisations. Les sols productifs sont devenus des déserts, les moissons ont été infructueuses et la famine s'est intensifiée, contribuant à l'affaiblissement des cités-États. Cette chute fut l'une des plus marquantes de l'histoire humaine. Cela a signifié la fin d'une époque dorée de civilisation et l'avènement d'une période sombre qui perdurerait pendant des siècles. Sans la constance des vastes royaumes, la Méditerranée a plongé dans une ère de désordre et de décomposition, durant laquelle le savoir et l'innovation ont stagné et où les métropoles se sont muées en vestiges oubliés. Les dernières recherches scientifiques ont mis en lumière les origines de l'effondrement de l'âge du bronze, et il apparaît que le changement climatique a joué un rôle crucial. Les recherches sur les sédiments et les analyses d'ADN environnemental ont démontré qu'une sécheresse intense a frappé la Méditerranée orientale durant le XIIe siècle avant notre ère. Le manque de précipitations a ruiné les récoltes et vidé les stocks de nourriture, menant à une succession de famines dans l'ensemble du territoire. La sécheresse n'a pas uniquement eu un impact sur les agriculteurs, mais également sur les grandes puissances qui s'appuyaient sur la production agricole pour alimenter leurs forces militaires et maintenir le soutien de leurs citadins. Dans des régions telles que l'Anatolie, le déficit en eau a intensifié les tensions sur les plans social et politique. Autrefois une superpuissance de l'Antiquité, l'Empire hittite n'a pas réussi à répondre à la demande grandissante en tsitsue, nourriture et en ressources, ce qui a finalement entraîné sa chute. En dépit de la fertilité des terres du Nil en Égypte, le commerce avec d'autres zones, surtout celles affectées par la sécheresse, a subi de graves perturbations. Outre la sécheresse, la région a subi une série de séismes qui ont ravagé de nombreuses cités. Des recherches en géologie ont prouvé que durant cette période, il y a eu une hausse significative de l'activité sismique dans l'est de la Méditerranée. Des villes déjà débilitées par les invasions et la famine ont subi des destructions massives à cause de tremblements de terre, ce qui a précipité leur déclin.
L'effondrement a été fortement influencé par ces catastrophes naturelles, touchant tant l'infrastructure que le moral des habitants. Cette époque marquée par le changement climatique et les catastrophes naturelles a fourni un terreau fertile pour que les peuples de la mer ainsi que d'autres envahisseurs profitent des vulnérabilités des civilisations bien établies. De nombreuses villes sont devenues sensibles aux attaques extérieures en raison des famines et des catastrophes internes. Ce qui était jadis des bastions de puissance invulnérables s'est transformé en cibles aisées pour les groupes nomades et les pilleurs. Globalement, les éléments environnementaux et climatiques n'ont pas seulement servi de toile de fond à l'effondrement, mais ont également constitué des puissances agissantes qui ont initié la désagrégation de l'âge du bronze. Faute de ressources suffisantes pour sustenter leur population et protéger leurs cités, les civilisations sont tombées dans un cycle d'effondrement dont elles ne pourraient se relever pendant des siècles. Un des facteurs essentiels qui a préservé l'unité de l'âge du bronze était la disponibilité du bronze, un métal crucial pour la fabrication d'outils, d'armes et d'artefacts. L'alliage de cuivre et d'étain, connu sous le nom de bronze, était crucial pour les civilisations anciennes. Cependant, il présentait un inconvénient majeur: la rareté et la difficulté d'obtention de l'étain, l'un de ses éléments essentiels. Une grande quantité d'étain utilisé pour la production de bronze était extraite de régions éloignées, telles que l'Afghanistan, ce qui en faisait une ressource cruciale. Quand les voies commerciales qui connectaient l'Égypte, la Mésopotamie et d'autres civilisations majeures aux gisements d'étain furent perturbées à cause des invasions et des troubles politiques, la fourniture de bronze a connu une chute importante. Les royaumes qui comptaient sur ce métal pour doter leurs forces militaires et maintenir leurs économies étaient incapables de s'en procurer en volume suffisant. L'absence de bronze a conduit à une diminution des capacités défensives des civilisations, ce qui a facilité davantage les invasions par les peuples de la mer. L'absence de bronze a aussi eu des répercussions désastreuses sur les économies. Dans une période où la monnaie telle que nous la connaissons n'était pas en vigueur, le bronze faisait office de moyen d'échange pour troquer des marchandises et rémunérer les troupes. En l'absence de ce soutien, les royaumes ont non seulement vu leurs forces militaires se réduire, mais également leur influence économique. Les cités qui ont prospéré jadis grâce au commerce et à la fabrication d'articles en bronze ont dû fermer leurs ateliers et mettre fin au commerce. La crise sans précédent à laquelle les puissances de l'âge du bronze ont dû faire face a été provoquée par la chute du bronze. L'entité qui s'était édifiée autour de ce métal ne pouvait plus se maintenir. Autrefois, dotées d'armes, en bronze, les forces militaires durent se contenter de matériaux moins performants, ce qui les plaçait en position désavantageuse face à des envahisseurs plus agiles et mieux structurés. Cet effondrement du bronze a non seulement ruiné l'économie, mais également démantelé la structure sociale et militaire des civilisations les plus influentes de cette période. La pénurie de bronze a joué un rôle crucial dans la chute de l'âge du bronze. Sans cet métal essentiel, les empires majeurs n'étaient plus en mesure de protéger leurs frontières ou de maintenir l'ordre intérieur, ce qui a précipité leur déclin. La disparition du bronze a signifié la fin d'une période et l'avènement d'une nouvelle ère marquée par l'incertitude et le désordre. Avec l'évanouissement de l'ère du bronze, un autre métal a commencé à prendre de l'importance, le fer. Même si le fer est connu depuis des milliers d'années, son extraction et sa transformation étaient bien plus ardues que celles du cuivre ou du bronze. Toutefois, alors que les gisements d'étain s'épuisaient et que le bronze devenait de plus en plus difficile à obtenir, les sociétés ont été forcées de trouver des substituts et le fer présentait une option viable. À l'inverse du bronze, le fer était largement disponible et pouvait être retrouvé dans diverses régions, ce qui en facilitait grandement l'accès.
Le fer a inauguré une nouvelle période, aussi bien d'un point de vue technologique que social. Même si sa manipulation initiale était plus complexe, une fois les techniques de fonderie acquises par les civilisations, le fer s'est imposé comme un matériau plus robuste et pérenne que le bronze. Sur le champ de bataille, les armes en fer s'avéraient plus performantes, conférant un avantage notable à ceux qui les détenaient face à leurs ennemis. Cette période récente a donné naissance à l'émergence de nouvelles élites qui ont consolidé leur pouvoir en s'appropriant le contrôle du fer et de la production d'armements. Le début de l'âge du fer a aussi signalé une métamorphose dans la structure sociale et politique. Avec l'accessibilité accrue du fer, la domination du pouvoir n'était plus limitée à quelques États qui avaient le contrôle du commerce du bronze. Les nouveaux chefs locaux, dotés de fer, ont commencé à braver les anciennes forces. Les royaumes centralisés et les métropoles ont cédé la place à une dispersion du pouvoir, où les dignitaires locaux et les dirigeants de tribus ont pris le relais. Ce changement a aussi introduit une nouvelle forme de conflit. Tandis que l'âge du bronze était marqué par des armées structurées et des chars de combat, l'âge du fer a connu l'émergence de guerriers plus souples et flexibles. Les stratégies guerrières traditionnelles ont commencé à perdre leur efficacité, et le champ de bataille s'est transformé en un lieu beaucoup plus désordonné et mortel, où les armes en fer jouaient un rôle déterminant dans la conquête. L'introduction du fer a marqué le début d'une nouvelle époque pour la Méditerranée et le monde antique. De nouvelles cultures ont prospéré en remplaçant les anciennes civilisations de l'âge du bronze grâce à leur maîtrise de cette ressource inédite. Malgré l'apport d'innovation et de changements durant l'âge du fer, cette période a également été marquée par l'instabilité. Les empires anciens se sont effondrés et le monde a sombré dans des siècles de ténèbres avant la résurgence de nouvelles civilisations émergeant des débris de l'effondrement. Parmi les récits les plus désolants de la déchéance de l'âge du bronze figure la chute d'Ugarit, une cité-État florissante qui se trouvait sur ce qui est actuellement la côte syrienne. Ugarit était un véritable carrefour commercial, animé, un port d'échange qui faisait le lien entre les civilisations de l'Est méditerranéen et celles des contrées intérieures de l'Asie et de l'Égypte. Leurs dirigeants jouissaient d'une grande puissance et d'un profond respect, tandis que leurs rues étaient animées par des commerçants provenant de régions éloignées, apportant des produits exotiques de toutes les parties du monde connues. Néanmoins, aux alentours de 1200 avant JC, tout a basculé. Les vestiges archéologiques d'Ugarit témoignent de la destruction totale de la ville, qui a été mise à terre en quelques jours. Au cours des fouilles, on a découvert des tablettes d'argile qui n'ont jamais été expédiées. Elles contiennent des appels désespérés de la part des dirigeants d'Ugarit, sollicitant l'aide de leurs alliés et alertant sur une invasion imminente par les peuples de la mer. Les lettres détaillent comment les embarcations adverses effectuaient des patrouilles le long des côtes, se rapprochant progressivement pendant que les troupes d'Ugarit étaient distantes, engagées dans des campagnes sur des territoires étrangers. Le sort d'Ugarit illustre l'effondrement plus vaste de l'âge du bronze. Il ne s'agit pas uniquement de la destruction d'Ugarit, d'autres cités le long de la Méditerranée orientale, allant de Mycène jusqu'aux cités hittites de l'Anatolie, ont aussi subi une destruction. Dans certaines situations, les cités ont été réduites à néant, et les excavations mettent à jour des strates de cendres et de débris qui témoignent d'une dévastation abrupte et intense. Les conquérants n'ont pas uniquement pris ce qu'ils désiraient, ils ont aussi détruit les structures politiques et économiques qui avaient appuyé ces civilisations pendant des siècles. Ugarit, autrefois au cœur d'un immense réseau de commerce, est désormais en déclin. Les archives urbaines ont été perdues, entraînant la disparition de plusieurs siècles d'histoire et de culture. La chute d'Ugarit représentait un exemple réduit de l'effondrement de toute l'ère du bronze, une civilisation prospère, interconnectée et avancée anéantie en un instant. Autrefois des pôles de pouvoir, les cités furent délaissées et les voies commerciales les unissant furent coupées.
plongeant la Méditerranée orientale dans l'anarchie. La fin d'une ère a été signalée par la destruction d'Ugarit et de nombreuses autres cités similaires. La civilisation s'est décomposée en fragments, dépourvus de centres urbains pour orchestrer le commerce et la diplomatie. L'âge du bronze a connu la chute des structures de pouvoir prédominantes, plongeant le monde dans une ère d'obscurité marquée par un déclin de la connaissance, de la culture et de la technologie. Ugarit est devenu un emblème de ce qui a existé et de ce qui a été irrémédiablement perdu. La chute de l'âge du bronze n'a pas uniquement entraîné la ruine de cités, mais a aussi suscité un grand déplacement de population à travers la Méditerranée. De nombreuses communautés ont été forcées de quitter leur domicile à cause de famines, de catastrophes naturelles et d'invasions, en quête de nouvelles terres pour s'établir. Dans ce désordre, le vol et la rapine se sont transformés en une habitude quotidienne pour un grand nombre de personnes. Bien qu'ils aient d'abord été perçus comme des envahisseurs, les peuples de la mer pourraient aussi avoir été, en partie, des réfugiés fuyant des régions ravagées par la sécheresse et le conflit. Alors que les plus grandes civilisations tombaient, les mers méditerranéennes devenaient des zones anarchiques. Les navires qui autrefois acheminaient des produits entre l'Égypte, la Crète et l'Anatolie sont désormais détournés pour mener des raids et du pillage. La piraterie s'est intensifiée, avec des groupes de combattants et de mercenaires qui assaillent les cités littorales, emportant tout ce qu'ils peuvent avant de se fondre dans l'immensité des eaux méditerranéennes. Ces agressions ont non seulement perturbé les zones déjà en détresse, mais elles ont aussi intensifié la disruption des voies commerciales qui avaient autrefois relié l'ensemble du monde connu. Les flux migratoires ont aussi modifié le panorama culturel de la Méditerranée. Certaines populations déplacées ont pris racine dans des territoires inexplorés, fusionnant avec la population locale et engendrant de nouvelles identités culturelles. Par exemple, les Philistins, réputés faire partie des peuples de la mer, ont colonisé la côte de ce qui est actuellement Israël et la Palestine. Ils ont construit des cités telles que Gaza et Ashkelon, créant une culture unique qui marquerait l'histoire de cette région pendant des siècles. Toutefois, tous ces mouvements n'étaient pas exempts de violence. Dans de multiples situations, les groupes de nomades et les réfugiés ont été forcés de lutter pour des terrains arables et des ressources rares, engendrant ainsi des conflits permanents. Ce qui était autrefois des terres paisibles et florissantes s'est métamorphosé en régions dévastées par la guerre, où les frontières et les royaumes se modifiaient sans cesse. Dans ces régions ravagées, les chefs tribaux et les seigneurs locaux ont fait leur apparition en tant que nouvelles autorités, succédant aux anciennes dynasties et monarchies qui avaient prévalu durant l'âge du bronze. L'ère nouvelle a été marquée par ces déplacements à grande échelle de personnes. Au fur et à mesure de la chute des anciennes civilisations, de nouvelles cultures et sociétés émergeaient des décombres, façonnés par la fusion de populations en mouvement. Les peuples de la mer ne se contentaient pas d'être des conquérants. Ils incarnaient également une nouvelle ère où le pouvoir était détenu par ceux capables de naviguer dans le désordre et de perdurer dans un monde dépourvu de règles et de structures. Alors que le bronze perdait son statut de métal prépondérant, le fer a commencé à s'imposer à sa place. Même si le fer était plus ardu à manier que le bronze, il présentait un atout majeur, sa grande disponibilité et abondance dans de nombreuses zones. Alors que les civilisations de l'âge du bronze s'écroulaient, les groupes qui avaient accès au fer et pouvaient fabriquer des armes plus performantes ont commencé à acquérir du pouvoir et de la signification dans le nouvel ordre mondial. Le fer a modifié non seulement la technologie militaire, mais également la structure politique et sociale. Au lieu de s'appuyer sur les anciennes voies commerciales et les élites qui maîtrisaient l'approvisionnement en bronze, le pouvoir a commencé à se centraliser entre les mains de nouvelles élites capables d'extraire et de transformer le fer.
Cette modification a été majeure, car elle a permis à des zones qui avaient précédemment été marginales, telles que les montagnes d'Anatolie ou le Caucase, de commencer à se manifester en tant que nouveaux pôles de pouvoir. L'avènement du fer a aussi révolutionné la guerre. Les armes en fer, telles que les épées, les lances et les haches, étaient bien plus résistantes et pérennes que celles en bronze, ce qui a donné un avantage aux forces militaires munies de ces armements modernes face aux combattants de l'ancienne époque. Cette évolution dans le domaine militaire impliquait que les forces armées n'étaient plus tributaires des tanks de combat et des structures rigides. Plutôt que cela, les soldats d'infanterie, équipés de fer, sont devenus la puissance prépondérante sur les zones de combat. La fragmentation des grands empires était également manifeste lors du changement de pouvoir. Tandis que l'Égypte et les Hittites ont régné durant l'âge du bronze avec de puissants empires, l'âge du fer a vu une dissociation du pouvoir entre divers chefs locaux et rois guerriers dirigeant des cités-États ou tribus de petite envergure. Cette nouvelle structure était moins centrée sur la centralisation et plus flexible, ce qui a autorisé ces nouvelles forces à subsister dans un univers bien plus tumultueux et violent. Au final, l'expansion de l'utilisation du fer a signalé la conclusion de l'âge du bronze et l'amorce d'un nouvel épisode dans l'histoire méditerranéenne. Les puissances d'antan avaient disparu, laissant place à l'émergence de nouvelles cultures et royaumes dotés de la technologie du fer et résolus à établir un nouvel ordre basé sur les débris des civilisations qui avaient jadis régné sur le monde. La fin de l'âge du bronze, accompagnée des invasions des peuples de la mer, a symbolisé la clôture d'une ère et le commencement d'une autre. Malgré la victoire de Ramsès III face aux envahisseurs, il était impossible d'éviter la chute inéluctable de son royaume. Alors que les autres puissants empires méditerranéens s'effondraient l'un après l'autre, l'Égypte commença aussi à ressentir les effets de cet effondrement universel. L'âge du bronze a vu ses richesses s'effacer progressivement et la stabilité qui avait prévalu dans cette région pendant de nombreux siècles s'est muée en une période marquée par l'incertitude et l'obscurité. Autrefois le berceau de certaines des civilisations les plus évoluées, la Méditerranée orientale a été immergée dans une longue ère de ténèbres. Durant des siècles, aucune grande ville ou empire n'a prévalu. Les civilisations qui édifièrent d'immenses structures, mirent en place une écriture sophistiquée et établirent des systèmes de commerce traversant les continents, ont disparu. Des petits royaumes et des tribus locales se battaient pour le contrôle des ressources limitées qui subsistaient à leur place. Cependant, ces ténèbres ont donné naissance aux germes d'une nouvelle époque. Au fur et à mesure que l'âge du fer progressait, de nouvelles civilisations ont commencé à voir le jour. Après avoir assisté à la chute de leur cité mycénienne, les Grecs se mirent à créer de nouvelles cités-États autonomes, connues sous le nom de polis. Ces dernières allaient ultérieurement conduire à l'émergence de l'une des cultures les plus influentes de l'histoire. L'apparition des empires néo-assyriens et néo-babyloniens à l'Est a inauguré une période inédite de dominance en Mésopotamie. L'époque du fer n'a pas été uniquement marquée par la destruction, mais également par la réinvention. Les civilisations postérieures à l'effondrement de l'âge du bronze ont appris de cet événement catastrophique et ont su mettre en pratique ces enseignements pour édifier des sociétés plus robustes et flexibles. Même si l'ancien régime ne sera jamais totalement restauré, la Méditerranée finira par entrer dans une nouvelle ère de croissance et d'abondance. Donc l'effondrement de l'âge du bronze a marqué à la fois une conclusion et un commencement. Ceci a marqué la conclusion d'une époque prospère, mais a aussi établi les fondements du monde qui suivrait par la suite. Les civilisations ont disparu, mais de leurs décombres a émergé un nouvel âge de fer, marqué par l'émergence de nouveaux royaumes, l'apparition de nouvelles idées et la naissance de nouveaux défis.